Le Portugal en 1570. Fernand Braudel écrivait au sujet du Portugal: les historiens ont étudié 1000 fois pour une la fortune du Portugal. Les trois royaumes lusitaniens ne jouent-ils pas les premiers rôles dans l'énorme bouleversement cosmique qu'introduisent l'expansion géographique de l'Europe à la fin du XVe siècle et son explosion sur le monde? Le Portugal a été le détonateur de l'explosion. Le premier rôle lui revient. Aussi, le Portugal a joué un rôle de premier plan pendant la Renaissance, si bien qu'on parla d'un siècle d'or au XVIe siècle. En effet, sous le règne de Manuel Ier, le Portugal était devenu la plus grande puissance navale et commerciale de l'Europe, et la couronne de Portugal l'une des plus riches. Après tout, Manuel Ier n'était-il pas le roi de Portugal et des Algarves, seigneur de la conquête, de la navigation et du commerce d'Éthiopie, d'Arabie, de Perse et de l'Inde? Cependant, cet empire resplendissant portait en lui les germes de sa décadence, menant à son annexion par l'Espagne en 1580. Aussi, l'année 1570 est-elle parmi les mieux appropriées pour analyser ce paradoxe apparent, ce potentiel déçu? Le Portugal ne possède pas d'unité naturelle. Il n'est que le prolongement de la péninsule espagnole. C'est un territoire qui exprime une réelle diversité, rien que sur la question du relief, tandis que le nord du Portugal est marqué par les montagnes et les vallées profondes. Le sud, lui, se distingue avec ses larges plaines. Ce contraste fait que les relations entre le nord et le sud ont toujours été compliquées, jusqu'à nos jours. C'est sans parler du climat, de type atlantique au nord et de type méditerranéen au sud, donnant lieu à une trame de paysages d'une grande richesse qui fait fluctuer la densité de la population ci et là. S'il fallait vulgairement tracer une frontière physique, on pourrait choisir le fleuve Mondego, d'autant plus pertinent suite à la conquête musulmane, suivie plus tard par la Reconquista chrétienne. Le dualisme est plus frappant encore entre le littoral d'un côté et les terres intérieures de l'autre. Sur le littoral, nous trouverons un peuple de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. À l'intérieur du territoire, nous trouverons un peuple de paysans et de pasteurs aux structures sociales et économiques archaïques, resté recroquevillé sur lui-même, vivant en autarcie, englué dans le conservatisme et dominé par l'Église catholique. Ainsi, voit-on émerger deux marchés bien distincts. D'une part, une économie littorale tournée vers le grand commerce maritime international. D'autre part, une économie intérieure dominée par l'agriculture de subsistance, imperméable aux grands circuits commerciaux. Ce qui a unifié cet ensemble disparate, c'est la langue, en tant qu'instrument de domination parti du sud jusqu'à l'ensemble du territoire, résistant à l'unification de la monarchie espagnole. Le Portugal, c'est aussi une dynastie, celle de la maison capétienne de Bourgogne. En 1496, une rupture s'opère avec la conversion forcée des Juifs, séparant la population en deux franges, les vieux chrétiens et les nouveaux chrétiens. Autant dire que l'événement contribua grandement à édifier une légende noire du Portugal, au même titre que l'Espagne. Aussi entend-on les philosophes des Lumières parler du Portugal comme d'un peuple esclavagiste, plongé dans les ténèbres de l'Inquisition, alimenté par les spectacles cruels des autodafés.
Nous verrons plus tard de quoi il retourne véritablement. Ne retenons pour le moment que les grandes découvertes qui firent de ce petit bout de royaume le plus grand empire commercial du monde sur le point d'être dévoré par l'empire espagnol 10 ans après la date nous intéressant ici même, celle de 1570. Aussi, qu'est-ce qui justifia qu'un empire si prometteur se laisse ainsi dévorer par l'Espagne? La Légion noire du Portugal était-elle fondée? Et enfin, la question qui nous intéressera toujours sur cette chaîne, qu'est-ce que c'était que de vivre au Portugal en 1570? Avant de s'attarder sur l'année 1570, il convient de comprendre quelles étaient les origines du Portugal qui a mené à l'Empire que nous allons essayer d'aborder le plus justement. Pour définir les origines du Portugal, les hommes de la Renaissance remontaient jusqu'à la Lusitanie pré-romaine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la guerre punique qui opposait Carthage à Rome. Pendant cette période, on s'attendait à ce que les Lusitaniens tombent sous la domination carthaginoise. À dire vrai, au commencement, les Lusitaniens ne s'intéressaient que peu à cette guerre. Il faut attendre les succès d'Hannibal pour changer cet état de fait, ce dernier s'attirant leur soutien contre les Romains. Cela nous amène à évoquer le nom de Viriath, qui correspond un peu de choses près à notre Vercingétorix dans l'idée. Au XVIe siècle, le souvenir de Viriath permettait d'incarner symboliquement la volonté d'indépendance des Portugais à l'égard de la couronne espagnole. Ce Viriath avait opposé une farouche résistance de type guérilla envers les Romains entre 147 et 139 avant Jésus-Christ. Il infligea notamment de durs revers aux gouverneurs d'Espagne ainsi qu'aux consuls de l'époque, qui prirent le parti de négocier avec ce Viriath en reconnaissant son autorité sur une Lusitanie indépendante. Cependant, les tribus de Lusitanie se révélèrent incapables de surmonter leurs querelles habituelles et de présenter un front commun contre les Romains. Ainsi, Viriath finit ses jours assassiné par ses compagnons de résistance, livrant la Lusitanie à la merci du pouvoir romain. Le futur Portugal jouit alors pendant des siècles de la Pax Romana et fut profondément marqué par sa civilisation. Aussi, quel fut l'héritage de l'Empire romain au Portugal? Pour commencer, de nombreuses villes portugaises trouvent leur origine dans des fondations romaines. On trouve également de grandes exploitations agricoles, les fameuses villas et les indispensables voies romaines à l'origine des grands axes routiers actuels. Elles avaient exigé la construction d'ouvrages d'art comme des ponts, à l'instar du pont de Chave. On pourrait ajouter à cela des vestiges dans les campagnes comme des morceaux de murailles, des thermes publics et privés, un amphithéâtre, une basilique chrétienne, des habitations avec leurs pavements en mosaïque. Évidemment, le Portugal a hérité du latin, comme fondement du gallico-portugais, une langue vulgaire qui fut l'un des instruments essentiels de l'unification de la nation portugaise, comme nous en avons parlé plus tôt. L'histoire du Portugal a par ailleurs été marquée par les invasions germaniques à partir de 411 après Jésus-Christ, donnant lieu à la monarchie suève. Ce fut sous leur domination que se fit l'organisation ecclésiastique du futur Portugal. En 711, le territoire fut marqué par la conquête islamique, concurrencée plus tard par la reconquête chrétienne entre 739 et 757. Ce qui resta de la présence musulmane varia suivant la durée
de leur présence sur tel ou tel territoire. Au nord du Portugal, elle fut superficielle, du fait de la rapide reconquête chrétienne, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'installer. Au sud, elle fut plus profonde, dans la mesure où il fallut attendre le XIIIe siècle pour que la reconquête chrétienne trouve une conclusion. Résultat, le métissage au XVIe siècle devait être minoritaire au nord du Portugal, là où le sud fut habité par un plus grand nombre de berbères qui se mêlèrent volontiers aux indigènes. Quant à l'influence de l'arabe dans la formation de la langue portugaise, elle ne va guère au-delà des toponymes et de quelques centaines de mots, pour l'essentiel liés aux apports de la civilisation musulmane, soit des produits végétaux, surtout horticoles, des techniques d'approvisionnement en eau et d'irrigation, quand il ne s'agit pas simplement de termes commerciaux. Pour en revenir à la reconquête chrétienne, cette dernière fut engagée suite à l'appel au prince capétien de Bourgogne. Ce fut notamment sous le règne d'Afonso Henriques que le Portugal devint une entité politique à part entière. Un roi qui intervint souvent avec succès dans les querelles des royaumes voisins, consolidant les limites du Portugal naissant par des luttes incessantes. Cette reconquista est un incontournable de la symbolique du pouvoir au Portugal, comme en témoignent les armoiries du royaume. Suivant la formule d'usage, les armoiries antiques du Portugal sont d'argent avec 5 écussons d'azur posés en croix, chargés de 5 points d'argent, à la bordure de gueule à 7 châteaux d'or. Les écussons bleus que vous voyez rappellent la victoire d'Afonso Henriques sur les 5 rois morts lors de la bataille d'Ourique en 1139. Ces écus contiennent chacun 5 points blancs, représentant les 5 plaies du Christ, disposées en croix. Il est dit qu'avant la bataille d'Ourique, Afonso Henriques remporta la bataille et représenta sur le drapeau de son père, qui représentait alors une croix bleue sur fond blanc, la stigmatisation, en y apposant les 5 plaies du martyr en signe de gratitude envers le Christ, au nom duquel il avait vaincu ses ennemis. La bordure symbolise pareillement des victoires portugaises sur les morts, un château étant représenté par ville conquise. Cette bataille d'Ourique était donc un incontournable de l'histoire portugaise, le mythe ayant fait d'elle l'un des événements constitutifs de la nation et de son indépendance. Ainsi nourrit-on à l'esprit l'image d'une poignée de Portugais dirigés par Afonso Henriques, qui aurait mis en déroute une multitude d'infidèles. Si le Portugal choisit originellement Saint Georges comme patron, ils firent volte-face au XVe siècle. En effet, pendant cette période, on reprochait même à Saint Georges d'être devenu le patron de la Castille, ennemi mortel du Portugal. Aussi invoquèrent-ils directement la protection du Christ, rien que ça, pour marquer une différenciation claire avec la couronne espagnole. Cependant, dans les faits, car les faits divergent souvent de ce qu'on raconte, cette reconquête portugaise, source de nombreux fantasmes à l'époque, ne se distingua guère de celle des autres États ibériques. En effet, il n'y eut pas de progression continue, mais une alternance d'avance et de recul, de victoire et de défaite, qui prenait alors la forme d'escarmouches de razzia, au sein desquelles les intérêts privés et l'appât du gain avaient une grande part. Oui, la réalité est souvent moins sexy. Reste qu'à l'issue de cette reconquista, les ordres militaires occupèrent un rôle déterminant, donnant à la reconquête l'aspect d'une guerre sainte. Les 2 premiers ordres à intégrer ce conflit furent l'ordre de l'hôpital et l'ordre du temple. Ces ordres étaient alors composés de moines soldats qui apportèrent
une telle force militaire qu'elle permit aux rois du Portugal successifs de reconquérir le territoire, en plus de contribuer au peuplement de ces régions reconquises. Quid de l'ordre du Temple au moment de sa dissolution? Prosaïquement, ces biens furent remis à l'ordre du Christ qui continua son œuvre. Oui, trouva son successeur. À cela, il faut ajouter d'autres ordres militaires, comme celui de Calatrava, d'origine castillane, ou encore l'ordre du Santiago da Espada, qui fut le premier ordre militaire à être créé. Tous ces ordres recouvriront plus tard une importance politique considérable, conférant à leurs membres un prestige qui ouvrait alors la porte à de nombreux privilèges. Ces éléments de base fixés, je vous épargne le passage de la monarchie féodale à la monarchie des légistes, comme je vous épargne l'affirmation de la nation portugaise, ne développant pas plus la crise du XIVe siècle, ainsi que la consécration de l'indépendance nationale du Portugal. Je vous parlerai pas plus en détail de ce que était la monarchie portugaise. Après tout, il n'est pas question ici de donner lieu à une histoire exhaustive du Portugal. À présent, nous nous contenterons de faire un état des lieux du royaume du Portugal au XVIe siècle, dans ce que on crut discerner comme un âge d'or. Pour commencer, explorons plus avant ce qui fit tout le potentiel de la couronne portugaise, à savoir son empire colonial. Ce qui justifia cette expansion maritime, ce fut le manque d'or, ainsi que la rupture de la roue des épices entraînée par la chute de Constantinople en 1453. Il était alors vital pour le Portugal de trouver de nouvelles voies de commerce. Pour ce faire, le Portugal profita de son avantage géographique, ainsi que de ses avancées dans les techniques de navigation. Citons à ce titre l'invention du gouvernail central sur la poupe du navire, la boussole, le portulan, ainsi que l'adoption de la voile latine. Le concours de tout cela permit aux Portugais de bâtir leur empire maritime, faisant de la caravelle l'embarcation idéale pour ces voyages à longue distance. Les acquisitions étaient les suivantes: découverte et mise en valeur de l'Atlantique, reconnaissance de la côte africaine jusqu'au golfe de Guinée, ouverture de la route de l'Asie, pénétration dans l'océan Indien et prise de possession du Brésil. Ainsi, le Portugal parvint-il à négocier des partenariats commerciaux à travers le monde, à jouer des divisions dans certaines de ses contrées en Asie pour asseoir leur influence, à explorer de nouvelles terres pour établir des monopoles qui leur conféreront un avantage certain sur leurs rivaux européens, à augmenter de manière significative les importations en or, sans parler des autres matières premières, si bien qu'ils devinrent un carrefour incontournable dans l'économie mondiale. Bien sûr, s'ils étaient les premiers dans cette phase d'expansion maritime, il leur fallait résister à l'émergence d'autres puissances maritimes jalouses de leur réussite, à commencer par leur rival naturel, à savoir l'Espagne. Depuis le début de leur découverte, il faut savoir que des bulles papales réservaient l'établissement sur les terres du Nouveau Monde aux Portugais. Cependant, ce fut là un droit que finit par contester vivement la couronne espagnole, et qui ne fut résolu que par le traité de Tordesillas en 1494. Pour les Portugais, ce traité représentait la certitude de devenir les maîtres d'une grande partie de l'Atlantique, que leurs navires pourraient explorer à leur aise. Pour les Espagnols, ce traité leur assurait l'exploration et le commerce qui s'annonçaient très prometteurs. In fine, le Portugal parvint non seulement à transformer l'essai, mais surtout à freiner les ambitions de leurs concurrents. S'il faut relever une faiblesse au Portugal,
par rapport à ses concurrents, d'abord espagnols, puis anglais. Ce fut sa démographie. Le Portugal y suppléa par une remarquable organisation politique, militaire et commerciale. Mais à terme, ce défaut intrinsèque devait menacer la conservation d'un aussi immense empire, que ce soit, je vous laisse imaginer, dans son administration, sa défense ou encore son exploitation. Originellement, la politique royale n'avait pas un projet parfaitement dessiné. On ne savait pas trop s'adapter aux circonstances et aux nécessités du moment. Voilà tout, c'était déjà bien. Il faut attendre 1509 pour voir émerger une stratégie sur le long terme, soit s'emparer des points névralgiques et les peupler de Portugais. Autant que possible, il fallait faire venir des laboureurs pour mettre en valeur les terres, ainsi que des gens de métiers mécaniques pour les villes. La couronne portugaise préconisait aussi une politique de mariage avec les indigènes. Bref, une guerre de conquête s'imposait et se réalisait en de nombreux endroits, avec ses réussites dans l'océan Indien et ses échecs en Asie, dans la mer de Chine. Pour défendre l'Empire, le Portugal mit en place le système des fortalezas. Les fortalezas étaient des pôles de pénétration militaire, commerciale et religieuse. En d'autres termes, c'était là des points d'appui, dont la situation et le site étaient soigneusement choisis. Ce fut depuis ces bases qu'étaient lancées des expéditions pour châtier les pirates et les corsaires. Sur Terre, elles protégeaient les personnes et les biens de tous ceux qui travaillaient et commerçaient dans le comptoir. De plus, ces fortalezas portaient assistance aux hommes et leur fournissaient du matériel. Un tel dispositif exigeait des navires nombreux et de qualité. Aussi, le pouvoir royal y consacra-t-il une activité législative et réglementaire très importante, tout au long du XVIe siècle. L'objectif était la multiplication du nombre de navires et l'accroissement de leur tonnage. Aux environs de 1550, on estime la flotte portugaise à 300 navires. Ces navires servaient aussi bien à la guerre qu'au commerce et se révélèrent d'une extraordinaire efficacité dans l'ouverture des marchés asiatiques. Avec la recrudescence de la piraterie dans la seconde moitié du siècle, la couronne portugaise fit le nécessaire pour que les navires soient équipés d'un nombre plus important de canons, à quoi s'ajoutaient des innovations qui donnèrent à la flotte une puissance de feu supérieure à tout ce que l'on pouvait trouver en mer. Les principaux ports du royaume possédaient un chantier naval, dont le plus important était bien sûr celui de Lisbonne, appelé la Ribeira das Nos, et où le principal armateur était le roi. À partir du milieu du siècle, le roi se donnait le droit de recruter tous les hommes de 20 à 65 ans, bien qu'il devait tout de même respecter les privilèges de chacun. Ces sujets devaient alors s'armer en fonction de leurs moyens financiers. Des enquêtes menées par des officiers royaux et enregistrées sur des livres permettaient d'évaluer les ressources de chacun, prévoyant des pénalités pour ceux qui ne respectaient pas les règlements posés, comme la CAF. Ces règlements avaient de quoi bouleverser la société, car elles privaient la noblesse de sa fonction exclusive de faire la guerre, et elles donnaient à toutes les classes l'espoir d'un anoblissement par le service des armes. Cependant, l'administration royale n'était pas vraiment suffisante pour faire appliquer ces nouvelles lois. Il faut attendre le début des années 1570 pour que ces dispositions soient réaffirmées et renforcées. Ce règlement profitait alors du soutien des municipalités, à qui le roi confiait la tâche et la responsabilité d'encadrer toute l'organisation
militaire de leur territoire. Hors du royaume, outre les fortalezas dont nous avons déjà parlé, l'empire maritime était parsemé de comptoirs commerciaux, dirigés pour chacun par un officier royal qui était alors appelé le Fétor. Ces comptoirs étaient les plus grands centres d'achat de marchandises que l'on envoyait à Lisbonne. Pour vous permettre un peu d'imaginer, un aller-retour entre ces comptoirs en Inde et Lisbonne, que l'on appelait alors la Carrera da India, était considéré comme parmi les plus durs et les plus dangereux, d'une durée de 6 à 8 mois, dans les deux sens. La période idéale pour engager un tel voyage était février ou mars. Je m'arrêterai là pour les développements de l'empire maritime portugais, assumant qu'il faudrait un sujet à part entière pour le traiter correctement. Ajoutons simplement que la réalité du commerce tendait à se dégrader vers la fin du siècle, le Portugal se faisant de plus en plus durement concurrencé par l'Espagne. Pour parler de la politique portugaise, focalisons-nous sur le règne de Sébastien le Désiré, de 1557 à 1578. Sa naissance constitua à l'époque le seul rempart contre la couronne espagnole. Si les autres autorités du royaume, la famille royale comprise, ne craignaient que peu cette perspective, il y en allait autrement du peuple, surtout à Lisbonne, où se tenait toujours une tradition d'hostilité envers la Castille. Aussi, ne faut-il pas s'étonner du surnom de ce roi, le Désiré, dans la mesure où sa survie permit de tenir en respect les ambitions de l'Espagne. Reste que, dans les faits, étant un jeune homme, il ne pouvait guère régner justifiant la tenue d'une régence. Or, le testament de son père n'avait pas réglé la question. C'est bien dommage. Ce n'est que grâce à une manœuvre de cour habile que le tenant légal à cette fonction de régence, le cardinal Henrique, en fut écarté. Pas de chance. Au profit de la reine Katharina, qui devait assurer la continuité de la politique, en étroite liaison avec la Castille. Après tout, cette Katharina, que l'on connaît, nous, plus couramment sous le nom de Catherine de Castille, fille de Jeanne la Folle notamment, n'était-elle pas parente avec la dynastie des Habsbourg, qui régnait alors sur l'Espagne? Ainsi, les conseillers du défunt roi purent garder leur place, mais c'était sans compter la grogne qui gagnait en intensité dans le bas peuple. Lorsque la régente mena une politique un peu ambiguë à l'égard du Maroc, jetant sur elle le soupçon d'une trop grande inféodation aux intérêts de la Castille, un climat profondément hostile se développa rapidement envers le pouvoir en place. La noblesse chercha d'abord à lui imposer des auxiliaires dans le gouvernement, mais l'opinion populaire, plus virulente encore, réclamait un changement radical de politique pour s'opposer à la décadence partout visible dans l'administration et dans la société portugaise. Le dénouement ne tarda pas. En 1562, le cardinal Henrique, que j'ai précédemment mentionné, remplaça Katharina. Les conseillers furent écartés au profit de deux pères de la Compagnie de Jésus, et l'un d'eux étant le confesseur et le précepteur du jeune roi. Le nouveau régent, s'il ne rompit les liens avec l'Espagne, ne faisant preuve finalement d'aucune hostilité envers Philippe II, préféra tout de même une relation politique plus équilibrée, qui devait davantage tenir compte des intérêts propres du Portugal. N'en demeure pas moins la réalité d'une diplomatie portugaise restée étroitement liée avec l'Espagne jusqu'en 1580, ce qui marque l'annexion, l'année 1580 qui marque l'annexion du royaume, jetant aux ordures les négociations du mariage du roi Sébastien avec
la sœur du roi de France, la célèbre reine Margot. Oui, si les choses s'étaient passées autrement, peut-être que à cette époque, le Portugal se serait lié davantage avec la France, mais il en a été autrement. Je m'arrêterai là pour le développement, sachant que j'ai passé trop de temps. Ce sera donc ici seulement la première partie de la vidéo. Je vous attends donc pour la suivante qui parlera de la vie au Portugal en 1570.